Xavier, peut-être, avant de revenir sur la géopolitique, ce que vous dites sur finalement le fait que ça va donner des idées, en effet, à des sociétés privées d'attaquer par exemple des prisons et faire petit à petit ce monde ressembler, vous savez, à cette série Netflix Black Mirror, eh bien, avoir ce type justement d'attaque euh, hybride venant soit d'États, soit en effet de sociétés privées. Quel est d'après vous le type de réponse que le monde devrait apporter à ce Je, danger je pense que, je pense que tous les sites sensibles, ça peut être une centrale nucléaire, ça peut être une Hum, prison, ça peut être une base militaire, hum. doivent être désormais équipés de brouillage électronique, les avions doivent être mis sous des hangars, tout ce qui est sensible doit être protégé. Ça nécessite un gros investissement. Donc en Russie, bah, c'est en se met en place petit à petit. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont allés aussi là où ça a fonctionné. Essentiellement, c'est la base d'Irkoutsk, celle qui est très loin parce que, encore une fois, il y a eu une erreur d'appréciation. Le renseignement russe, le, le commandant de la base a sous-estimé ses capacités liées au drone avec guidage satellite. Donc ça, c'est une première chose. Donc il faut protéger les sites sensibles et puis il faut légiférer. C'est-à-dire que il faut contrôler tous ces matériels, les sous-ensembles qui permettent de fabriquer ces drones. Enfin, il y a toute une série de mesures qui doivent être prises en compte dès maintenant. Mais de ce que je sais, de ce que me disent mes amis qui sont encore dans l'armée française, sur les drones, de manière générale, l'armée française est complètement, pardonnez-moi l'expression, à la ramasse. Ouais. Sur BFM TV, il y a quelques mois, il y avait une interview de gens qui avaient été formés, des Ukrainiens qui avaient été formés en France, et qui avaient dit oui, la formation en France, c'est bien, mais la question des drones n'a pas été prise en compte. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait dans ce cas, si jamais ils prennent pas. Donc, au-delà des fanfaronnades d'Emmanuel Macron, ce qui est très inquiétant, c'est que au lieu de dépenser notre argent à soutenir une armée qui, de toute manière, a déjà perdu la guerre, eh bien, il faudrait concentrer énormément de ressources pour protéger nos sites militaires, nos soldats, voilà, et reprendre complètement en compte. Alors, on s'est fait mettre dehors d'Afrique donc par les Africains, donc ce qui fait qu'aujourd'hui on est quasiment plus notre armée est beaucoup moins exposée qu'elle a pu l'être, mais globalement, on voit très bien au Soudan, le Soudan utilise des drones, enfin dans leur guerre, espèce de guerre civile là, des drones sont utilisés, ils peuvent taper, ils ont failli tuer le président soudanais avec un drone. Donc, donc c'est quelque chose qui est en train de se généraliser. Il faut prendre la menace sérieusement. Or, je ne vois pas du côté du régime d'Emmanuel Macron, du côté de la classe dirigeante, du sérieux. Je vois des bavardages, des grandes déclarations, des menaces, mais concrètement, derrière, tout ce qui fuite, comme par exemple cette interview de ces soldats ukrainiens sur BFM TV, montre que rien n'est pris au sérieux. Tout est encore une fois du bavardage et des annonces grandiloquentes. Merci Xavier Moreau. Peut-être j'aimerais qu'on revienne sur le fait qu'aujourd'hui ce soit le MI6, les Britanniques qui soient à la manœuvre. Est-ce que c'est réellement uniquement que le MI6 ou est-ce qu'il y a au sein même de la CIA, dont on sait qu'elle a joué un rôle, que ce soit dans l'OTAN ou que ce soit même dans la façon dont ont été épurés dès 2014-2015 les services ukrainiens militaires comme le SB ou comme le SBU, euh, en faisant vraiment un proxy de l'OTAN. Est-ce que vraiment le MI6 a pris la place ou bien est-ce qu'il y a quand même par rapport aux États-Unis toujours cette même dualité entre la parole de Trump et de ses équipes et puis sous-jacent toujours une déloyauté à craindre de la part de l'État profond américain qui se cache derrière les Britanniques en quelque sorte. Moi je pose la question, j'ai un doute. Ah, disons que ce qu'on sait, c'est que la CIA, depuis le début, depuis 2014, et même on peut remonter à 2004, a eu un rôle, ainsi que le MI6, un rôle extrêmement important dans tout ce qui s'est passé en Ukraine. C'était une priorité pour des raisons idéologiques. On peut voir ça du côté de Victoria Nuland, ou du point de vue qui sont des conceptions aussi idéologiques, hein, qui sont héritées de Brzezinski, c'est-à-dire que donc ce théoricien américain d'origine polonaise qui estimait donc que l'Ukraine devait être contrôlée, l'Ouzbékistan devait être contrôlé pour empêcher la Russie d'être une puissance mondiale, d'être une puissance européenne. Bon, tout ça, il y a beaucoup d'âneries, hein, mais le problème, c'est que beaucoup de gens y croient aux États-Unis, et donc ils ont adapté leur
leur politique étrangère par rapport à ça. Et donc, par exemple, en 2014, après la réunification de la Crimée, qui est un camouflet, très grave pour les États-Unis, la perte de la Crimée, surtout aussi rapidement. C'est-à-dire que Maïdan est achevé, on peut dire, le 21 février 2014. La Crimée est entre les mains de la Russie en avril. Donc, c'est une véritable catastrophe. En plus, à l'époque, les Européens ne veulent pas prendre de sanctions sérieuses contre la Russie, donc il faut agir. Et immédiatement, qui se rend à Kiev pour lancer les opérations militaires contre les civils du Donbass qui se sont soulevés, pour organiser la répression à Odessa, à Kharkov, dans toutes les villes de Nouvelle-Russie qui sont en train de se soulever. Ça aboutira d'ailleurs à la carte blanche qui est donnée, aboutira au massacre d'Odessa, au massacre de Mariupol le 9 mai. Et c'est William Burns, c'est-à-dire c'était le chef de la CIA de l'époque. Il vient à Kiev. C'est d'ailleurs, c'était pas censé se savoir, mais la presse kievienne le révèle. Il vient à Kiev et c'est lui qui donne le feu vert qu'il commande le début des opérations de répression contre les habitants d'Ukraine. Ensuite, ça, maintenant, c'est dans le domaine public. Il y a eu plusieurs bases de la CIA qui ont été installées donc en Ukraine, et donc les services secrets anglais et américains ne se sont quasiment pas cachés de ce qu'ils faisaient. Alors, ils en ont fait beaucoup plus que ce qu'on ne voyait, mais ils ne s'en sont pas cachés. Ensuite, quand on se souvient de l'offensive dans la bataille de Koursk, donc, qui a eu lieu, qui a commencé le 6 août 2024, au début, le Pentagone, visiblement, n'est même pas au courant. On en avait parlé à l'époque. C'est-à-dire que pendant 24 heures, la réaction, c'est qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Parce qu'évidemment, l'idée de prendre la centrale nucléaire, c'est une idée qui vient dans la tête d'un service secret, pas de militaire. De prendre un risque pour lancer des troupes qui doivent parcourir 50-60 km pour atteindre une centrale nucléaire sans couvrir leurs flancs, ce n'est pas une décision de militaire. C'est un coup de poker lancé par des services secrets. Exactement ce qu'on observait hier. Et donc, cette opération échoue dès le début. Ils arrivent jusqu'à 20 km et puis ils sont obligés très rapidement de se retirer. Finalement, leur percée se limite à 10 km, va coûter, à cause de l'entêtement des otano-kieviens, parmi les meilleures troupes de l'armée ukrainienne. Donc ça, ce n'est pas des militaires qui font un plan pareil. Ça, ce sont des services secrets. Et surtout, le but initial qui était de s'emparer de la centrale nucléaire de Kourchatov a échoué. Et on se souvient que juste après cette opération, pour la première fois, on a une interview qui est donnée dans le Financial Times entre le chef du MI6, il a changé récemment, qui s'appelait Moore, et le chef des services secrets de la CIA américaine. Alors, c'est peut-être lui qui s'appelait Burns. Je ne sais plus quel est. Enfin bon, peu importe le nom, mais là encore, donc, il donne une interview dans laquelle ils disent que l'opération à Koursk est géniale. Évidemment que c'est la leur. C'est les seuls qui, dès le début, s'enthousiasment pour cette opération. Du côté du Pentagone, du côté des militaires sérieux, en France, on avait le général Kempf qui a immédiatement dit « Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Dépenser autant de moyens, tout ça pour créer une hernie sans avoir des flancs qui soient couverts, et c'est extrêmement risqué. Ça va avoir des conséquences catastrophiques. » Et bon, nous l'avions dit évidemment, mais les gens sérieux ont tout de suite vu que Koursk n'avait aucun sens, à moins que ce soit une opération des services secrets pour s'emparer de la centrale de Kourchatov et de passer dans du terrorisme nucléaire. Donc il y a ça. Donc évidemment que les services secrets qui, côté anglais comme côté américain, prennent leurs propres décisions, pas forcément en rendant compte à l'autorité politique. Lorsque John Kerry, qui était secrétaire d'État aux Affaires étrangères en 2014, il prend la parole juste après la destruction donc, du Boeing MH17 et il dit « On sait comment ça s'est fait, c'est les Russes qui ont transféré aux rebelles des systèmes Buk qui ne savent pas les utiliser, donc ils ont détruit par erreur un MH17 ». Et ça a été la version jusqu'en 2016, qui était une version totalement fantaisiste, puisque un mineur du Donbass il lui faut 1 an de formation pour savoir utiliser un Buk. Donc après, ils ont changé la version. Donc, mais quand John Kerry balance cette version grotesque, il y croit, parce que c'est les rapports qui sont faits par les services secrets américains. Donc, il y a effectivement un véritable problème en Angleterre comme aux États-Unis, c'est l'autonomie de décision, l'autonomie politique
de ces services. Et ensuite, après, là où on voit la trace anglaise, c'est le terrorisme. On a vu ça en Syrie, on a vu ça, ça a commencé en fait avec la guerre en Afghanistan finalement. C'est-à-dire que quand les services secrets, comment dirais-je, américains, anglais, ont commencé à soutenir des gens qui après vont donner les talibans, ou Gulbuddin Ekmatyar, qui vont devenir des terroristes contre lesquels l'OTAN va faire la guerre à partir du 11 septembre 2001. Ces gens-là, ils ont été mis en scène et mis en place, ils étaient et soutenus par les services secrets anglais, par le Pakistan et par la CIA. Hein. Ben Laden même était célébré à la fin de la guerre en Afghanistan dans la presse américaine comme donc l'utilisation du terrorisme comme moyen, comme levier politique. Et pour paraphraser Clausewitz, je dis c'est la continuation de la guerre par d'autres moyens. Hein. Ça, c'est quelque chose qui porte la marque évidemment de l'Empire britannique et du MI6. Et c'est ce à quoi aujourd'hui on assiste. On l'a vu, les fameux casques blancs, qui étaient une créature du MI6, dont le patron d'ailleurs, donc je parle de la Syrie, hein, s'est fait suicider, je crois que c'était à Istanbul, enfin en Turquie, il y a quelques années. Donc l'utilisation massive du terrorisme pour déstabiliser des pays, pour faire subir des dommages graves, eh bien, je veux dire, ça aussi, la méthode en fait, la méthode elle est signée. Et c'est pour ça, je pense que les Russes savent très bien. D'ailleurs, si vous regardez un peu les spécialistes russes qui ont commenté ça, le nom du MI6 ressort de partout. Là, je pense que la différence, c'est que je pense que la CIA n'est pas impliquée, contrairement à l'époque de Biden. Et je vois notamment la réaction de Rubio sur les actes terroristes donc à Koursk et à Bryansk, montre que voilà, il y a visiblement Washington prend ses distances vis-à-vis de ces opérations. Trump a immédiatement nommé un type à lui à la tête de la CIA, je me souviens plus du nom. Oui, Cash Mais Patel, oui, je crois. Oui. donc Non, c'est la Cash Patel, FBI. c'est le FBI. Non, FBI. Oui, Oui, bon. Mais et puis il y a donc, Tulsi Gabbard qui normalement chapeaute tout ça. le renseignement militaire. Voilà, donc je pense, mais la CIA, c'est vraiment quelque chose à part. Hein, c'est vraiment et c'est vraiment un État dans l'État. Donc même si Trump a l'intention de reprendre le contrôle, je pense qu'il faudra du temps. Et il est possible que certaines, je dirais, subdivisions soient impliquées dans cette affaire, mais ce qui est certain, c'est que l'agressivité de Londres, et notamment des élites militaires, des élites du renseignement anglais, même et public, hein, c'est vraiment eux aujourd'hui qui sont je dirais, parce que Macron fait des grandes déclarations, mais il n'a pas beaucoup de moyens. L'Allemagne a plus de moyens, mais je pense qu'il n'y a pas vraiment de volonté politique de la part de Friedrich Merz. Les Polonais n'ont pas de moyens. Donc, en revanche, les Anglais en ont. Les Anglais en ont. Et c'est eux, c'est toutes les opérations nautiques, on va dire, en mer Noire, c'est les Britanniques derrière. Ce sont eux qui fournissent, qui organisent la production des drones nautiques. Ce sont eux Ah qui oui, ont voilà, depuis le je début. savais pas. Donc, vraiment, on est sur une configuration, ce qui d'ailleurs est assez du point de vue, je dirais, de l'histoire, est assez étonnant parce que c'est comme si les Britanniques se croyaient encore au 19e siècle, où ils pouvaient organiser une guerre contre la Russie en Crimée pour sauver l'Empire ottoman, empêcher que Mmh. Istanbul redevienne Constantinople et puis envoyer 315 000 Français, dont Bien 95 sûr. 000 ne reviendront pas, se faire massacrer. Comment dire, sur les côtes de Crimée. Donc là, ce qui est intéressant, c'est on aimerait comprendre la motivation en fait une espèce de motivation post-impériale d'un pays qui finalement est dans une situation économique extrêmement mauvaise, Oui. avec des problèmes de population intérieure qui sont quasiment insolubles et un déficit démographique. Voilà, bon. Après, les ouvriers et les paysans anglais ont toujours été les moins bien traités, parmi les moins bien traités en Europe. Ça, c'est aussi c'est séculaire. Donc évidemment, il y a un mépris de la classe dirigeante anglaise pour les classes moyennes, si tant est qu'elles existent encore, et finalement des ambitions néo-impériales dont on cherche le sens. Voilà. Je pose la Ah oui? question d'ailleurs. Je ne l'ai pas vraiment trouvé, tous ces moyens qui sont mis en place pour essayer d'empêcher je dirais, la domination russe sur l'Europe, qui ne sera pas une domination évidemment militaire, mais évidemment le fait que la Russie est déjà devenue la première puissance économique, la première puissance démographique et la première puissance militaire d'Europe. Donc au lieu d'en profiter
et bien de se mettre je dirais, à la remorque, pour faire cette grande puissance continentale, enfin de faire de l'Europe non pas une puissance souveraine, mais comment dirais-je? Un bloc civilisationnel solide derrière la Russie. Visiblement, Londres a encore des idées d'essayer d'empêcher ce rapprochement qu'on avait vu poindre à l'époque de Schröder, de Chirac, de Poutine. Voilà un peu, c'est comme ça que je vois les ambitions anglaises, mais on pourrait en débattre, en discuter.